19h45, Labari Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 31 juillet 2024. Nous ouvrons justement cette édition par la présentation d'une œuvre littéraire qui vient de paraître et dont l'auteur est l'un des doyens du monde des médias nigériens, ancien DG de l'ORTN, actuel RTN, le sieur Amadou Haruna Yaye. Arrière-goût d'un parcours est une œuvre autobiographique qui se veut un manuel didactique à lire et à relire de 109 pages. Le livre n'est pas encore disponible dans les librairies, mais vous pouvez l'acquérir auprès de son auteur Amadou Haruna Yaye. Le doyen de la faculté des sciences et techniques FAST de l'université Abdou Moumouni de Niamey a animé ce jour 31 juillet 2024 un point de presse relatif à la situation académique de la faculté. C'était dans une salle de réunion au niveau de la faculté à l'issue d'un conseil avec ses plus proches collaborateurs. Résumé Boubacar Ibrahim, Aboubakar Souley. Dirigée par le professeur Saleh Bissot et compagnie depuis un certain temps, la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey, mise en proie à une nouvelle gestion marquée par des réformes, a été empreinte de pas mal de performances. Ainsi, faire part des résultats obtenus, présenter la faculté et en même temps couper court aux rumeurs selon lesquelles pour valider la licence il faut au moins 6 ans. Voici l'intérêt du présent point de presse animé par le doyen, le professeur Saleh Bissot, à l'issue du conseil avec les responsables des différents départements. Pour l'historique, il faut retenir que la faculté des sciences était à l'origine de l'université Abdou Moumouni. Depuis sa création en octobre 1971, sous la domination de l'école supérieure de sciences, et qui a été créée par loi numéro 111-31 du 6 septembre 1971. Les missions qui ont été assignées à la faculté sont de plusieurs ordres. Elle a principalement pour mission d'assurer une formation et une recherche dans les domaines de sciences, d'assurer la formation et le recyclage des cadres pour différents types d'activités scientifiques et techniques, d'assurer la préparation à l'entrée aux grandes écoles et d'assurer la formation des enseignants pour le secondaire, d'entreprendre et de promouvoir des activités de recherche fondamentales et appliquées. Voilà les toutes premières missions qui ont été assignées à la faculté des sciences à sa création et qui sont en vigueur à la date d'aujourd'hui. Alors, pour parler un peu de l'effectif des étudiants et du personnel administratif et des corps enseignants, en 2004 déjà, on peut retenir que la fac a moins de 500 étudiants. Mais depuis la mise en œuvre du LMD en 2008, où la faculté des sciences était la fac pionnière à l'université Abdou Moumouni, cet effectif est passé de moins de 500 à 3501 étudiants. Pour y accéder à la faculté, plusieurs possibilités s'offrent ainsi aux candidats potentiels, ajoute le doyen dans la suite de sa présentation. Alors, pour parler de la situation académique, depuis 2021, quand nous avons pris la responsabilité de la direction de cette institution, la première mission pour nous, c'était de régulariser les années académiques. Chose qui a été faite. En tout cas, pour la rentrée 2023-2024, nous avons terminé les cours avant le 30 juin. Et les derniers examens ont eu lieu le 12 juillet 2024. Et tous les résultats sont aujourd'hui disponibles. Nous avons pu délivrer à peu près 200 licences et près de 150 étudiants ont validé leur cycle de Master 2. Quant aux thèses, nous avons pu faire soutenir une dizaine de thèses au cours de l'année académique 2023-2024 dans les divers domaines de spécialité qui constituent la fac. Pour accéder à la fac, il y a essentiellement 3 portes d'entrée. Il y a
une première porte d'entrée qu'on appelle bio-géosciences et environnement, une deuxième porte d'entrée maths, physique, chimie et informatique, et une troisième rentrée qui est la porte mine et pétrole. Ces trois portes d'entrée se décomposent à la fin pour donner 30 sections en deuxième année, troisième année, et qui vont déboucher à peu près 25 masters de spécialisation. Des difficultés ont aussi été relevées auxquelles des réponses sont souhaitées afin de pouvoir continuer à doter le Niger d'une certaine expertise dans certains domaines relevant du technique. Alors, concernant les difficultés, je vous ai parlé de 36 601 pour 113 enseignants, ce qui fait une moyenne de 300 et quelques heures par enseignant. Donc la première grosse difficulté, c'est les besoins en encadrement, le corps enseignant. La deuxième difficulté, c'est les infrastructures d'accueil. Le nombre est passé, je vous ai dit tout à l'heure, de 500 étudiants à 3501 étudiants. Les capacités d'accueil, certes, a évolué, beaucoup d'efforts ont été faits, le gouvernement a fait ce qu'il peut en nous équipant nos salles de cours, mais face à la croissance et à la demande, des défis nouveaux sont à relever. Il faut donc envisager la construction d'infrastructures adaptées. Il est donc de notre devoir de former des responsables de demain qui prendront en charge les besoins technologiques et techniques du Niger pour compter parmi les nations souveraines de demain. Pour rappel, la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey comprend 5 départements, à savoir le département de mathématiques et informatique, le département de géologie, le département de biologie, de chimie et le département de physique. Le personnel du laboratoire central de l'élevage Labocel est en grève de 72 heures depuis ce matin. Ces militants du syndicat unique du personnel des ressources animales SUPRA ont arrêté le travail pour exiger un certain nombre de conditions de travail. Nafissatou Yahya et Nasser Sedou. Les portes de tous les services du laboratoire central de l'élevage du Niger, Labocel, sont restées fermées depuis la première heure de ce mercredi 23 juillet 2024. Cet arrêt de travail fait suite au préavis de grève lancé par le personnel du Labocel pour exiger un certain nombre de conditions de travail. Le laboratoire central, c'est un établissement public à caractère administratif qui emploie 2 catégories d'agents. Il y a ceux qui sont payés par le laboratoire, donc je vais parler des auxiliaires, et ceux qui sont payés par le service et la fonction publique. Donc ceux qui sont pris en charge par l'établissement de par les tensions de trésorerie, ils totalisent à cette date où nous sommes ensemble 7 mois sans un copec. Autrement dit 210 jours d'affilée que le personnel auxiliaire n'a pas de salaire. En plus de ce salaire, la cotisation au niveau de la CNS, ce qu'on dit généralement la location familiale, il totalise 30 millions aussi et plus qui ne sont pas payés. Et le tout est résumé par l'importation, je le souligne, du vaccin, qui d'ailleurs constitue l'essentiel de ce que ce laboratoire fait. Donc ce sont ces 3 points-là qui ont motivé l'arrêt de travail aujourd'hui dans cet établissement-là. Face à cette situation, ces travailleurs ont lancé un cri de cœur à l'endroit des autorités et du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Quelqu'un qui fait 210 jours, je dis bien, je le précise, sans salaire,
et des auxiliaires de surcroît. Vous conviendrez, nous avons mis en avant parce que nous sommes dans une ère de souveraineté. Et l'outil là, c'est véritablement un outil de souveraineté parce que par le passé, le laboratoire était l'un des rares laboratoires de la sous-région où le Mali, le Burkina, la Mauritanie, le Sénégal et quel autre pays, tous se ravitaillaient en vaccin ici. On nous dit que oui, le PRAPS, qui est un projet sous-régional, qui couvre ces mêmes pays-là, ailleurs le vaccin, comme ils produisent, ils ne font plus de commandes de vaccins. Mais au Niger, jusqu'à l'heure où je parle, il y a 45 millions de doses qu'on a commandées de l'extérieur. Où est la souveraineté ici? Où est le patriotisme ici? Donc voilà ce pourquoi nous pensons que le message est très clair. Et nous appelons à Monsieur le Président de la République que face à cette situation-là, nous parlons de souveraineté. Rappelons que cet arrêt de travail au Labocel est le deuxième du genre. Le laboratoire central de l'élevage du Niger, qui constitue une fierté nationale et dont la mission première est la production des vaccins vétérinaires, mérite-t-il ce sort? Lancement hier à Kolo du camp international des jeunes éco-citoyens par le ministre en charge de l'environnement, le colonel Meizama Abdoulaye. Ce camp qui réunit plus de 200 jeunes de l'AES est initié par le CNJ dans le cadre des festivités de l'an 1 du CNSP. Ismaël Moumouni et Sadou Domi. L'avenir de demain, les jeunes ne sont pas restés en marge de la commémoration de l'an 1 du CNSP. C'est ainsi que les jeunes du Niger et ceux du Burkina Faso et du Mali sont retrouvés à travers un camp à 35 km de Niamey, précisément à Kolo, localité située dans la région de Tillabéri. Cette initiative, appréciée par l'administrateur délégué de Kolo, le président du conseil régional de Tillabéri, mais également le gouverneur de Tillabéri, pour les choix portés à son entité administrative pour abriter ce grand événement. Cet événement historique de la jeunesse de l'AES est un cadre par excellence pour renforcer davantage la solidarité nationale, cultiver le brassage entre les peuples. Le camp international des jeunes éco-citoyens, placé sous le haut patronage de son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du CNSP, chef de l'État, avec pour thème la grande muraille verte au Niger, la jeunesse passe à l'action, permettra aux 200 participants de nos 3 pays de l'AES de contribuer efficacement aux initiatives du gouvernement en matière de protection de l'environnement, telles que déclinées dans l'axe 3 du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie PRSP. Ce camp international des jeunes éco-citoyens dont le thème porte sur la grande muraille verte au Niger, la jeunesse passe à l'action et l'œuvre du Conseil national de la jeunesse CNJ. Ce dernier œuvre inlassablement dans les actions de développement. Ce camp international des jeunes a pour objectif de renforcer d'une part les liens de solidarité entre les jeunes des différentes régions du Niger et ceux des amis AES en l'occurrence, et d'autre part de les mobiliser à participer à des actions bénévoles de développement communautaire, notamment des actions de plantation d'arbres. Aussi, le présent camp permettra également de mobiliser la jeunesse nigérienne à prendre part activement à la célébration de la semaine culturelle Son Kassa la Bouba Kissenei, qui se tient du 26 juillet au 3 août 2024. Réaliser les traitements biologiques du site dénommé Bois du 26 juillet par la plantation de 15 650 plants d'espèces lumineuses locales protégées, mener des activités de communication et d'éducation environnementale, organiser des excursions de découverte des potentialités naturelles et éco-touristiques dans la zone du fleuve et la zone des girafes, et organiser enfin les conférences publiques sur l'environnement, la paix, la cohésion sociale et l'engagement patriotique des jeunes. Dans le cadre de la lutte contre les changements et les variabilités climatiques, le Niger participe aux côtés des autres pays pour apporter les solutions aux défis liés à la conservation de la biodiversité et à la perte
des écosystèmes naturels, aux lacunes dans les productions et le partage des connaissances scientifiques, à la gouvernance limitée dans la gestion durable et pacifique des ressources naturelles et culturelles. En procédant au lancement officiel du camp, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement a remercié le CNJ pour cette initiative dont le thème figure parmi l'une de ses principales missions avant de prodiguer des conseils. En ce moment important de votre engagement, je voudrais vous demander de travailler avec les communautés locales, principales bénéficiaires de ces actions de restauration de notre environnement, afin non seulement qu'elles participent à cette activité, mais aussi qu'elles en assurent la pérennité. Enfin, je lance un appel aux jeunes pour qu'ils joignent leurs efforts à ceux du gouvernement à travers le ministère chargé de l'environnement et celui de la jeunesse et de tous les partenaires pour qu'ensemble nous inversons la tendance à la dégradation des terres, des écosystèmes et de la diversité biologique. Un nouveau type de jeunes est possible dans un Niger nouveau. C'est plus de 200 jeunes filles et garçons qui, jusqu'au 3 août prochain, verront leur capacité renforcée sur la prévention de l'extrémisme violent, la consolidation de la paix, l'amour de la patrie et sur la citoyenneté. Voilà, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui traite de la police administrative et la police judiciaire, un sujet abordé par Alfred Goubagé, juriste, président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Nous allons parler de la police administrative et de la police judiciaire. C'est deux notions que les citoyens n'arrivent pas à différencier très souvent. Les deux notions, vous allez le voir, sont différentes en ce sens qu'elles n'ont pas le même objet et elles n'ont pas les mêmes auteurs et les mêmes autorités. Alors, s'agissant de la police administrative, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette procédure qui permet à des autorités civiles de prendre des décisions dans le sens de la réglementation au sein de la société, ou pour faire asseoir l'ordre dans la société. Et la police administrative, de par sa vocation, a pour objet d'assurer le bon ordre de la société, d'assurer la moralité publique, d'assurer la tranquillité publique et d'assurer la salubrité publique. Moralité publique, l'ordre public, sécurité publique et salubrité publique. Quand je prends le volet de la salubrité publique, quand vous prenez les autorités communales, le maire par exemple, le maire est une autorité de police administrative. Les décisions que prennent les maires sont là pour assurer la salubrité publique, l'hygiène publique par exemple. Quand on interdit de verser les ordures sur chaque coin de rue. Une décision prise de cette manière par un maire est une décision de police administrative. Quand on interdit certaines pratiques au nom des valeurs culturelles, c'est pour assurer la moralité publique par exemple. Donc, tout ce qui tourne autour de la moralité publique, de la sécurité publique, vous avez également la police de la circulation par exemple. La police, le maire peut édicter des règles. Récemment, vous avez assisté à l'obligation du port, la ceinture. C'est une police, par exemple, une décision de police administrative qui a été prise dans le sens d'assurer la sécurité des citoyens en ce qui concerne la circulation routière. Et donc, c'est autant de décisions. Donc, nous avons plusieurs catégories d'autorités de police administrative.
Le président de la République est une autorité de police administrative. Le préfet, le gouverneur, les maires sont des autorités de police administrative dans le sens où elles peuvent prendre des décisions, elles peuvent prendre des réglementations dans le sens d'organiser la vie en société, dans le sens d'assurer la moralité publique, dans le sens d'assurer la sécurité publique, la salubrité publique, etc. Voilà les autorités de police administrative et leur fonction ou leur rôle. Maintenant, qu'en est-il de la police judiciaire? La police judiciaire, elle, à contrario de la police administrative, elle vise à rechercher les auteurs des infractions et les déférer devant les autorités judiciaires. La police administrative, elle vise à prendre des mesures pour assurer la salubrité publique, par exemple. Faire en sorte que la ville soit propre. Alors que dans la police judiciaire, ce sont des autorités qui peuvent, ou bien c'est une procédure qui permet à ce que les auteurs, ou bien les auteurs des infractions soient recherchés, soient traduits, ces auteurs, devant les autorités judiciaires et qu'elles soient jugées selon ce qu'elles ont commis comme infraction. Vous voyez, c'est deux polices différentes. Parce que la police judiciaire agit sous un mandat. Quand aujourd'hui, il y a une infraction qui est déclarée, il y a un certain nombre d'autorités, les officiers de police judiciaire, qui sont compétents pour agir, mener l'enquête pour déterminer la responsabilité des citoyens. Qui a commis quoi, qui a fait quoi. Mais pour ça, il faut une procédure. Et une fois que l'information est passée, vous savez, par exemple, le procureur de la République, garant de la préservation ou bien gardien des libertés publiques, il agit au nom de la société. Quand il apprend un fait, il est au courant d'un fait, il peut se saisir lui-même et puis engager des poursuites, faire diligenter des enquêtes, instruire des officiers de police pour pouvoir mener l'enquête. Mais une fois que l'enquête est faite et qu'on a situé les responsabilités, on va traduire ces personnes devant qui de droit afin qu'elles soient jugées conformément à la loi. Donc, tout ce processus de l'enquête jusqu'à la sanction est inclus dans cette police judiciaire qui permet à ce que les auteurs des violations à la loi soient recherchés et traduits et être sanctionnés conformément à la loi, à la différence de la police administrative. Maintenant ici, les autorités de police judiciaire, vous avez par exemple les procureurs, souvent même les gouverneurs peuvent avoir ce mandat pour coordonner cette action de police judiciaire. Donc ici, il convient tout simplement de préciser que ces deux polices qui ont deux rôles différents. L'autre, elle vise uniquement à asseoir l'ordre public, la sécurité publique. La sécurité aussi à une certaine échelle. Quand vous prenez par exemple le maire qui prend une décision pour interdire la circulation à partir d'une certaine heure dans son entité, c'est pour éviter justement peut-être que qu'il y ait la commission de certaines infractions ou bien que les citoyens ne soient pas victimes de certains faits. Ça, c'est par exemple pour assurer la sécurité. Quand on interdit certains types de jeux, récemment, vous avez vu l'interdiction des chichas, des choses comme ça. Donc, tout ça, ce sont des décisions qui visent à protéger. Ça n'est pas de l'émanation des autorités de police judiciaire. Ces interdictions sont de l'émanation des autorités administratives. Maintenant, les autorités de police judiciaire, elles interviennent quand l'infraction est commise. Les deux aussi ont un temps d'action. Les autorités de police judiciaire interviennent quand l'infraction est commise. À ce sens, elles se mettent en mouvement pour rechercher et traduire. Alors que les autres autorités administratives, elles sont permanentes, elles sont là, elles agissent, elles réglementent, elles prennent des décisions.
C'est quand ces décisions sont violées cette fois-ci que l'autorité de police judiciaire se met en mouvement. Donc, voilà toute la différence entre les deux autorités. Les autorités de police administrative et les autorités de police judiciaire. Et comme je l'ai dit, les autorités de police administrative, c'est du sommet jusqu'en bas. C'est-à-dire du chef de l'État, hein, jusqu'au niveau inférieur, qui exerce ce pouvoir de réglementation. Parce que chacun, à sa manière, prend une décision. Le chef de l'État peut prendre un décret, par exemple. Les ministres peuvent prendre des arrêtés dans leur domaine pour essayer de réglementer. Vous avez aussi une autorité de police spéciale. Il y a les autorités de police générale, mais vous avez des autorités de police spéciales. Par exemple, quand nous prenons l'exemple de la police de la circulation, ça c'est une police pour la circulation, pour réglementer la circulation. En France, par exemple, ici nous ne l'avons pas, la police des chemins de fer. C'est une autorité qui est compétente uniquement pour réglementer les chemins de fer. Donc ici, vous avez en face une autorité de police spéciale. De l'autre côté, vous avez une autorité de police générale qui intervient pour réglementer un peu partout. Mais au sein même de cette généralité, vous avez des autorités qui ont reçu mandat ou pouvoir pour agir dans un secteur déterminé. On peut, par exemple, prendre une autorité de police des loisirs, par exemple. Tout ce qui concerne le loisir, tout ce qui concerne les jeux, sont du ressort de cette autorité de police. Et c'est elle qui assure la réglementation. Ouais. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la différence ou les domaines d'intervention des deux types de police, police administrative et police judiciaire.